qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est une histoire de tension, relâchement en fait. Il y a des endroits qui se tendent dans le corps et d'autres qui se relâchent. Et après, c'est est-ce que tu essayes de lire ça ou est-ce que tu vis juste avec ça? Pendant longtemps, j'ai essayé de lire les choses parce que j'étais beaucoup dans la maîtrise. Ouais. Plus les années passent, plus je me dis qu'on maîtrise rien. Donc au final, je ressens juste et j'essaye d'accepter. Tu ressens ou tu sens? Non, je dirais je ressens parce que sentir pour moi c'est vraiment lié à un sens quoi. Alors que ressentir, il y a tous tes sens en fait qui sont en synergie et qui font converger l'information vers toi, ce que tu en fais en fait. C'est bien ou c'est pas bien, ça te plaît ou ça te plaît pas, ça t'énergise ou ça te coupe les pattes. Quand tu rentres dans un lieu qui peut être austère, comme tu dis, t'as cette envie de rester dans ce lieu-là, histoire que ça vienne travailler quelque chose à l'intérieur de toi. Ouais. T'as envie de rester, Ça dépend des jours en fait. Il y a des jours, ça serait un peu la fuite parce que ça fait peur, parce que je pense que t'es pas prêt. En tout cas, ce jour-là, t'es pas, je sais pas, peut-être entre guillemets armé pour vivre cette situation-là. Ça réveille quoi, une ombre en toi? Quelque chose qui fait peur? Ouais, des peurs, ouais. Des peurs. Bah, typiquement, l'ambiance austère en montagne, ça fait peur. Ouais. Ça vient chercher L'ombre, le froid, ça fait peur. Ouais. L'ombre, le froid, la solitude, ça fait peur. Et ça dépend des jours. Il y a des jours, je vais chercher juste le rendez-vous avec moi-même et juste être moi avec moi et prendre le temps d'observer. Je suis un fan de photos animalières et voilà, d'être en connexion avec les animaux, d'essayer de les observer, de comprendre comment ils vont se déplacer. Ça me fascine. Ça me fait perdre la notion du temps. Mm-hmm. Et puis après, il y a d'autres moments, j'aime être en montagne seul pour la confrontation. La confrontation à tes choix, en fait, à tes prises de décision. Quand tu es à plusieurs, d'ailleurs c'est souvent comme ça qu'arrivent les conneries en montagne, c'est quand on se répartit, on se disperse dans les tâches et dans la façon d'assumer nos responsabilités. Quand tu es seul, c'est toi et toi. C'est toi et toi. Tu continues ou tu fais demi-tour, il n'y a que toi qui choisis. Quoi. Et ça te met une finesse de lecture, des conditions de neige, des conditions de vent, de ta vitesse de progression par rapport au temps que tu as ou au livre de course que tu as. Et ça rend hyper humble en fait parce que j'ai jamais rencontré une personne qui a jamais fait de conneries en fait. Complètement. Et la connerie c'est d'aller trop loin. C'est jamais de faire demi-tour. Faire demi-tour, on ne sait pas si c'est une connerie. Après tu peux toujours dire oui mais si on avait forcé on aurait pu peut-être aller au sommet, on aurait peut-être pu faire le tour, on aurait peut-être pu. Oui on aurait pu. Pour moi, c'est de la fabulation, ça. Si tu as fait demi-tour, c'est qu'il y avait une voix intérieure qui était hyper forte et qui t'a dit non, mais là, on n'y va pas. Mm-hmm. Donc, c'est un peu. C'est très subtil. C'est hyper subtil. C'est pour ça qu'il faut être, à mon avis, connecté. Pour être connecté, il faut être reposé. Humble. Ouais, il y a un socle de valeurs dont l'humilité fait partie, c'est sûr. Puis après, il y a un socle vital, quoi. Il faut être capable d'être reposé. Donc ton sommeil, pour moi, il est hyper important. Il faut être entraîné, parce que plus tu t'entraînes, plus tu es connecté à ton corps et plus tu arrives à capter les messages qu'il t'envoie. Et puis après, il y a un exercice qui me semble fondamental, c'est de développer ses capacités à respirer. Parce que c'est ça qui fait le lien, en fait, entre les autres éléments de la nature et puis toi, qui tu es vraiment et quelle est ta place dans tout ce dispositif. Et finalement, c'est l'air qui communique entre ces différents, entre les différents vivants, tout simplement, qui nous connectent. Et je crois que tu es bien passé pour parler de la respiration, mais la respiration, on la fait tous naturellement parce que c'est le premier truc qu'on fait quand on sort du ventre de notre mère. Exactement. Et pour autant, je crois que c'est un des trucs où on est hyper incompétent. Quoi. Ouais, exactement. Je dis bien on parce que franchement, moi j'ai beaucoup bossé, ça fait des années que je bosse là-dessus, et je me trouve toujours pas bon. Voilà. Enfin, en tout cas, pas constant. Je peux être très très bon pendant une période,
Sans doute parce que j'arrive à me détacher de certaines émotions, d'une certaine pression sociétale, d'une pression aussi que moi je me mets peut-être tout seul. Et puis à d'autres moments, c'est la chute parce que comme tout à chacun, t'es stressé, t'es perturbé, ou t'es tout simplement, t'es peut-être pas là, quoi. Quand tu vas en montagne et que tu te connectes à la respiration, moi je sais que la dernière fois que je suis parti en montagne, j'étais en train de crapahuter vraiment quelque chose de bien abrupt. Et en fait, je me suis vraiment concentré sur la respiration et ça m'a connecté à mon corps. Et je me suis senti carrément connecté avec la nature. Et en fait, je suis monté, mais tranquillement, sans aucun problème. Est-ce que ça t'a Ouais. La respiration, en fait, pour moi, la respiration, c'est le côté, je sais même pas si on peut dire subtil, parce qu'à mon avis, il n'est pas si subtil que ça, mais c'est le côté concret qui explique ou qui explique ou qui explicite ce que les gens disent en montagne, c'est ah ben là, si je vais à mon rythme, ça va. Bah en fait, ton rythme, il est calibré à ta respiration, tout simplement. Parce que ta respiration avec ton système cardiaque, et c'est ce binôme cardio-pulmonaire qui fait que tu es à ton rythme ou tu es en sur-régime. Ouais. Et que tu vas arriver au bout, ou alors qu'à un moment donné, tu es tellement pendu que c'est mort, quoi. Donc finalement, on n'ose pas s'avouer que la respiration, c'est la pierre angulaire de l'effort sportif. Alors que si on prend un petit peu de hauteur, c'est une évidence. Est-ce que tu crois aussi que la respiration est, là on parle de la connexion sportive, mais une autre connexion au-delà spirituelle? Bien sûr. Au niveau de, même quand tu vas crapahuter en montagne, que tu commences à monter, ou même sur un plan, on va dire, si tu arrives à vraiment t'allier avec la respiration, est-ce que la connexion est complètement différente avec les éléments extérieurs pour toi? Pour moi, oui, en tout cas, aujourd'hui. En fait, les deux en plus, je pense, vont s'alimenter. Le sport, c'est aussi une forme de connexion parce que c'est une forme de méditation. Quand tu es dans ton activité sportive, tu es dans la méditation. En France, on a trop résumé la méditation à il faut faire petit Bouddha, quoi. Il faut s'asseoir en tailleur, il faut faire le silence et il faut penser à rien. Déjà, s'asseoir en tailleur, quand t'es un mec un peu raide, c'est pas du tout méditatif. Et puis penser à rien, manifestement personne n'y arrive. Ouais, ça me parle. Donc moi je veux bien qu'on me raconte des choses, mais à un moment donné, je me suis mis en tailleur pendant des années et j'ai eu très très mal au dos. Ouais. Et en fait à un moment je dis mais en fait c'est juste Bouddha qui était bien dans cette position-là, la position du lotus. Et moi je suis pas bien dans cette position. Et en fait ça me fait mal. Et je me dis je vais juste méditer dans des positions qui me plaisent. Et en fait ça c'est juste excellent d'arriver à comprendre ça. Carrément. Et si on reprend la marche afghane, qui associe du mouvement et de la respiration, c'est une forme de méditation. Alors après, les puristes vont l'appeler méditation ou pas. Qu'est-ce qu'on fait de la sémantique de chaque mot et de sa définition? C'est un autre débat. Mais pour moi, c'est méditatif. Marcher, c'est méditatif. D'ailleurs, sinon, les gens, ils feraient pas des chemins de Compostelle et j'en passe et des meilleurs, où ils disent, je suis allé à la rencontre de moi, je me suis découvert. Parce qu'à un moment donné, tu es seul, tu marches, tu respires. C'est ça. Et forcément, ça aligne tes pensées. Et on est dans le triptyque. Action, émotion, pensée. Et en fait, la vie, c'est ça. La vie de l'humain, en tout cas. Parce que je connais pas assez la vie du monde végétal et animal. Mais la vie de l'humain, c'est ce triptyque-là. Et encore une fois, vu qu'on nous empêche de penser dans notre société et on nous met dans la conformité, on a mis un mot bien pensant qui s'appelle la congruence, où on essaye d'aligner ce qu'on dit et ce qu'on fait. Bon, ça c'est bien mignon, mais ça fait que même les gens qui font ça, ils sont malheureux, parce qu'il manque trop de choses. Dans un cadre. C'est ça. Il faut aligner ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Ouais. Et cet alignement, c'est pas toujours la même chose qui est le starter et la même chose qui est la finalité. Ouais. C'est-à-dire que l'action peut te générer une émotion et ça va t'ouvrir une pensée. De penser, parce que tu es là posé sur un fauteuil, ça peut te faire apparaître une émotion, et puis pour la faire passer, il va falloir que tu fasses une action. Ça peut être respirer, ça peut être te lever. Ouais. Et puis après, l'émotion par elle-même, comment tu la reçois, si on reprend l'aspect sportif, on voit bien que souvent le stress, la peur de l'athlète,
elle se dissipe avec le commencement de Le l'activité. mouvement. J'ai peur avant de rentrer sur mon court de tennis. Une fois que j'ai fait quelques échanges, ben, c'est bizarre, c'est parti. Ouais. Donc on voit bien que les... Voilà. Et donc, quand j'ai fait partir mon émotion grâce à mon action, mes pensées changent aussi. Avant, je pensais que j'allais perdre, et puis finalement, ben maintenant, je vois que j'arrive à faire mes coups droits, mes revers, etc. Puis c'est en train de tout se délier. Et finalement, mon paradigme, mon prisme de pensée, il est autre. Ouais, complètement. Parce que là, tu amènes ça sur l'aspect du sport, mais au quotidien, tu arrives à faire la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir des pensées qui peuvent arriver dans ton quotidien, tu arrives à gérer ces émotions-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors gérer, j'ai une grosse réflexion sur gérer. Observer, sentir, Ouais, c'est ça. Ressentir en tout cas l'émotion, l'observer de temps en temps. Et in fine, elle se gère en fait. Après, est-ce que c'est moi qui la gère? Tu crois pas que c'est toi qui la gères par rapport à l'observation, est-ce que tu ressens? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'on la gère pas avec ce qu'on pense. Si on la gère juste par un état vibratoire. Ok. Et cet état vibratoire, il est en lien avec ce qu'on va penser, ce qu'on va faire. Mais on va pas la gérer en essayant d'arbitrer en fait. Et pendant longtemps, moi j'ai cru comprendre que gérer ses émotions, c'était arbitrer. Fallait refouler les mauvaises émotions et accueillir les bonnes émotions. Quelle erreur j'ai pas faite. Ouais, complètement. Parce que j'y arrivais pas. Ça marchait pas. Ah. J'ai même écrit un bouquin en 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans, où il y a une partie qui s'appelle Gérer les émotions. Est-ce que accueillir serait mieux? Ah bah pour moi. Ou accepter? Accueillir. Bah déjà accueillir. Parce que je pense que si on n'accueille pas, on peut pas accepter. Ouais. Mais d'abord l'accueil. Après peut-être le ressenti. Et après l'acceptation. Et finalement, ce package pourrait s'appeler peut-être gestion. Mais cette gestion, elle peut marcher que par le binôme corps-cerveau, en fait. Corps-tête. Et alors peut-être c'est moi qui interprétais mal il y a quelques années, mais j'ai compris qu'il fallait que la tête reprenne le dessus sur les émotions. Et ça, manifestement, ça marche pas. Là, on parle de corps-tête, mais est-ce que tu mets le cœur aussi là-dedans? Oui, dans le corps, en fait, pour moi, il y a deux grosses parties, quoi. Il y a le cœur et les jambes, en fait. Le cœur qui symboliserait l'âme et les tripes, voilà, ce qu'il y a dans tes viscères, qui seront un peu ton deuxième cerveau. Puis après, les jambes qui symboliseraient l'action. Ça pourrait être les bras, quoi. Mais au moins, ça me fait un peu tête, cœur, jambes. Et voilà, essayer de travailler sur ces trois. Pour toi, c'est ça l'alignement, en fait? C'est ça l'alignement. Ok. Ouais. Et si y en a un des trois qui n'est pas dans l'axe, ça marche pas. Ça part. Ouais. Tu médites de temps en temps? Tu te poses, tu arrives à te poser, à observer tes pensées, ressentir sur un instant qui est vraiment statique, même en montagne? Surtout en montagne, en fait. Ouais, ok. Surtout en montagne, pourquoi Enfin, c'est surtout en montagne quand il n'y a pas grand monde. Mais moi, je pense que j'ai un peu une phobie du monde aussi. Donc, pour que je puisse méditer, il faut que je puisse me laisser aller. Pour me laisser aller, il faut que je sois détendu. Et pour que je sois détendu, il faut souvent que je sois seul. Donc oui, la montagne, en effet, enfin, ou la nature en général, moi, la montagne, parce que c'est mon univers, mais la nature invite à se détendre et forcément est un espace méditatif. C'est sûr. Mais sans doute on peut méditer. Moi, je me suis surpris à méditer dans un des trucs qui pourrait me tendre le plus, à savoir ma voiture. La voiture, je trouve que c'est un truc où les gens sont dans leur carapace, se sentent protégés par une armure, et ils sont hyper agressifs, hyper violents, que ce soit verbalement, gestuellement, ou même par la pensée, parce que des fois, ils n'ont ni besoin de te faire un geste, ni besoin de te parler, mais quand tu croises leur regard, bon, t'as compris que t'es pas son pote ou gars. Et en travaillant la respiration, notamment au feu, j'ai développé cette facilité à respirer en voiture, et donc à rentrer dans un état, alors méditatif, oui et non, parce que forcément tu fais attention où tu vas quand même,
Mais il y a quand même, je pense, tout le monde est déjà rentré chez lui avec sa voiture, pas bourré, hein, complètement sobre, en se disant mais la voiture elle est rentrée toute seule en fait, Ok. sans faire attention. Et pour moi, ça veut bien dire qu'on était dans un état méditatif, Ouais. parce que sinon on serait rappelé de tout ce qu'on a fait. Or, c'est pas très souvent le cas. Et en tout cas, moi, c'est souvent, je me dis, bah, je suis parti de là, là, il s'est passé 2 heures. Bah, pendant Ouais. les 2 heures, il y a au moins 1 heure, j'étais pas là, quoi. T'arrives à te connecter quand t'es en montagne avec ce qui t'entoure, avec la nature, les arbres, ainsi de suite. Tu sens des choses Ouais, qui arrivent de ces éléments-là? ouais. Alors, l'arbre, les arbres, beaucoup. Mais au final, nous, on est dans une région où il y a peu d'arbres, parce qu'on est haut en altitude, donc la végétation est très, très rase et très succincte. Mais la connexion avec l'univers haut, notamment, est assez forte. Et puis après, il y a la connexion à l'air. Enfin, je pense que l'eau et l'air, pour moi, sont vraiment des éléments auxquels je me connecte, parce que c'est ceux qui me font prendre des décisions souvent en montagne. Le vent sur une crête, ou le vent pour faire un bivouac, et puis après l'eau, l'orage, la neige, l'avalanche. Ce qui est assez fort, c'est que l'eau, l'énergie eau se transforme en X support matière. Et, euh, et c'est en ça que ça lui met plein de facettes, et ça lui met sans doute une richesse peut-être plus forte encore que je donnerais à l'air, quoi. Oui, alors l'air, on va dire, oui, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, est-ce qu'il est d'ouest ou d'est, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est pas fort. Il y a différentes strates après sur l'air, tu peux aussi avoir plein de clés de lecture, mais des fois c'est peut-être plus fin ou moins palpable pour moi. Alors que l'eau, voilà, typiquement l'hiver, tu vois avec le soleil l'état de la neige changer chaque, allez, pas chaque minute, mais chaque dizaine de minutes, ou chaque quart d'heure, on va dire. Okay. Et c'est assez fascinant d'ailleurs avec ces amplitudes thermiques chaud-froid, d'essayer d'anticiper ou de s'adapter en tout cas quand on est en montagne, pour être dans les bons timings sur les neiges qui sont propices à la sécurité, certes, mais aussi, il ne faut pas se mentir, au plaisir. Et skier, oui, en sécurité, on essaye tous de skier en sécurité, parce qu'on veut tous rentrer. Mais il ne faut pas qu'on se mente, on veut tous aussi skier la meilleure neige possible, quoi. Et en fonction des orientations que tu vas prendre, bah, la neige s'est plus ou moins transformée en glace, en eau, en neige, plus ou moins compacte, travaillée ou non par le vent ou par la chaleur, ou les deux. Et puis après, ben, y a ton horloge à toi, ce que tu as perçu, et la vitesse d'évolution des choses. Et puis il y a la vitesse d'évolution de toi. Hein, combien de temps il faut pour aller là-haut, combien de temps il faut pour rentrer, est-ce que tu seras toujours dans le timing. Et puis après, ça nous oblige à nous adapter à ce qui nous entoure dans l'espace-temps. Parce que tu peux pas espérer avoir de la poudreuse, enfin, tu peux pas, si tu peux espérer de temps en temps dans la saison, mais c'est pas tous les jours. Quand tu sors tous les jours, ça marche pas. Avoir de la poudreuse du sommet jusqu'à la voiture. Et non. Faut pas rêver. Alors il y a quelques journées où c'est comme ça, c'est magique, c'est génial. Mais ça se voit sur ton visage. Ouais, parce qu'il se passe un truc de fou, quoi. C'est voilà, ce que tu vois à la télé, ben, tu le vis, et forcément de voir des choses, c'est mignonnet. Mais d'être dans cet univers-là, ça développe tous tes sens, et notamment au plan kinesthésique. C'est ce qui se passe sous tes skis, par exemple, c'est extraordinaire. Et puis après, au plan du toucher, quoi. Ce qui se passe sur ton visage, la neige qui vole, le vent, ce froid, c'est juste le soleil, c'est juste extraordinaire. Et donc il y a tous ces paramètres, et c'est ce qui fait la complexité d'un choix. Mais on pourrait ramener ce qu'on vient d'expliquer sur des choix en montagne avec des choix de vie, en fait. C'est exactement la même chose. Ouais. Tu es dans un environnement, tu as un timing, t'es bien, t'es pas bien, t'es performant, t'es relâché, t'es ci, t'es ça. Quel choix tu fais? C'est toujours une histoire de choix. Ouais, complètement. Ton métier, en fait, c'est d'accompagner des gens en montagne. Et ce que je sens et ce que je ressens là, c'est plus que ça, en fait. C'est les reconnecter, les déconnecter à quelque chose, c'est les amener
à avoir une vision complètement différente de la vie. C'est plus profond que la montagne. Il y a un côté beaucoup très spirituel. Mm. Euh, et moi, ça me parle énormément parce que tu es un amoureux de la montagne. Il se passe des connexions avec tous les éléments de la montagne. Euh, je pense au fond de moi que tu as vraiment envie de faire découvrir la montagne aux gens, les valeurs de la montagne, et tout ce que la montagne peut apporter aux gens. Mais il y a un côté plus profond et plus spirituel qui t'appartient. Et c'est une sorte de reconnexion. Est-ce que les gens viennent te voir pour se reconnecter, se déconnecter de leur quotidien, se reconnecter à la nature, à soi, à eux? Je pense ça dépend des profils. Ils sont pas si nombreux à venir pour se reconnecter à la nature de prime abord. Les nouvelles personnes qui viennent me rencontrer. Parce qu'en fait, souvent, ils sont jamais connectés à la nature. Donc, ils viennent pour déconnecter de leur quotidien, Okay. du flux informationnel et de moi, ce que j'ai appelé de la centrifugeuse temporelle dans laquelle nous sommes un peu tous, où c'est toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Donc, ils viennent faire un petit peu une parenthèse dans la vitesse à laquelle ils vivent. Et ça leur permet d'être disponibles pour se connecter à la nature. Et là, pour la première rencontre, ils font presque cette découverte que finalement, on ne se connecte pas juste au Wi-Fi avec son téléphone, mais on se connecte au Wi-Fi avec les autres vivants. Et après, vu que moi, j'ai beaucoup de gens qui sont fidèles, en fait, qui reviennent, ils viennent pour se reconnecter. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu un message, la montagne me manque. Mm-hmm. Mais c'est pas forcément le caillou qui lui manque. C'est ce que le caillou lui fait vivre comme émotion, c'est ce que le caillou lui renvoie comme énergie. Autrement, voilà, une montagne, ça pourrait vite rester une montagne. C'est l'état vibratoire de la montagne. C'est l'état vibratoire. En fait, c'est pas tant la matière qui... Enfin, en tout cas, moi, je crois pas trop à... Oui, forcément, quand je regarde la mer, je trouve que c'est super beau. Mais ce qui me transcende en regardant la mer, c'est pas forcément sa beauté matérielle, c'est l'énergie qui émane de cette montagne. Et les gens, ils captent très vite en fait qu'il y a d'autres dimensions en s'immergeant dans ces milieux-là. Et c'est ça qui rend addictif la montagne et qui fait que ça fidélise aussi une clientèle. Des fois, on me pose la question, comment tu fais pour fidéliser tes clients? Je leur dis, j'essaye d'être sympa et d'être bon. Tu vois, en plus, c'est bien, ça te fait rire, donc j'essaye aussi d'être drôle, mais des fois, je le fais même pas exprès. Mais surtout, en fait, je fais rien. Si ce n'est que je leur fais appuyer sur la pédale de frein de leur vie. Et finalement, ça leur permet de se connecter à l'environnement. Mais c'est la montagne qui les rappelle. Quand tu dis tu fais rien, tu émanes quelque chose en fait. Tu as une prestance qui est là et tu connais la montagne et tu les amènes vers la connexion à cette montagne, mais tu les amènes aussi à découvrir leur soi, Ouais. au fond. Parce que derrière, tu dois bien discuter avec eux, tu dois leur expliquer peut-être ce que tu vis, et tu as un monde qui est spirituel, qui est vraiment présent. Et c'est exactement. Je fais pas grand-chose dans la matière, tu vois, mais à mon avis, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est pas plus qu'à mon avis, il le témoigne. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'état vibratoire. Mais ça, c'est pas très palpable, tu vois. Non. C'est la différence entre des gens qui me disent ouais, mais moi, je fais ci, je fais ça. Peut-être tu fais trop, en fait. Tu fais trop et tes clients, ils n'arrivent pas à trouver leur place, en fait, dans ton dispositif. Ok. Donc tu les laisses trouver leur place. Ouais, c'est hyper important pour moi. Tu peux pas faire à la place des gens. Ouais. Tu les accompagnes ouais. Ils veulent aller. Pour moi, il y a trop d'humains qui veulent convaincre l'autre. Et tant que tu es dans ce paradigme-là, tu es en lutte, tu es en résistance, tu es dans un acte de guerre, en fait. Tu résistes contre toi-même. Tu résistes contre toi-même, et puis tu résistes contre la vie de l'autre, et sur la vitesse de l'autre, et sur sa façon de penser, et sur ses choix. Et au final, tu t'enfermes dans un truc et t'essayes.
En plus, le cerveau, c'est bien fait, il va essayer d'agglomérer tout ce qui se passe autour pour te conforter dans ta propre perception des choses. Si tu laisses faire, au final, le gars, il va trouver sa réponse. Il va la trouver beaucoup plus vite que toi, tu penses la trouver. Parce que toi, tu as une réponse pour lui, mais c'est pas la bonne. Complètement. Faut qu'on soit honnête avec ça. C'est lui qui trouve ça. Faut que ça soit lui qui la trouve. Et des fois, on dit, ouais, mais putain, il a mis du temps. Et toi, t'as pas mis du temps pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Et tu peux pas dupliquer ce que tu as fait, toi. C'est pas possible. Est-ce que tu crois que trouver sa réponse, c'est accueillir qui on est, s'aimer soi pour ce que l'on est, ouais. Et rester vraiment présent à ce qu'on ressent, ce qu'on vit à l'intérieur, que ce soit au niveau du mental et au niveau du corps, au niveau de cette connexion qu'on peut avoir entre le mental, entre le cerveau et le corps. C'est vraiment se respecter en fait. On pourrait presque faire l'analogie avec une cordée en montagne, tu vois, où finalement, oui, se connaître, ça va te permettre de t'aimer. Ouais. Et après, il y a ce relais. Vu que tu t'aimes, tu vas avoir envie de te connaître davantage. Ouais. Tu vois, et il va y avoir cette prise de relais. Je pense encore une fois, on essaye de trop schématiser plein de choses. Moi, je suis pour qu'on vulgarise plein de concepts en neurosciences, plein de concepts physiologiques, plein de concepts psychologiques, pour une première approche, en fait, avec les gens. Mais derrière, la complexité des choses, la complexité du vivant, de l'humain en soi. De l'humain, mais des autres vivants aussi, de comment ça marche les végétaux, comment ça marche les animaux, parce qu'on vit tous sur le même espace au final. Ben, cette complexité-là, elle est non modélisable et non simplifiable à outrance pour essayer que tout le monde comprenne. Et je pense qu'on est dans un combat où on est en train de se perdre et à la fin, ça fait dire des conneries parce qu'on essaye d'expliquer tout, alors que des fois, il n'y a rien à expliquer, il y a juste à vivre. Et on a chacun notre compréhension. C'est ça. Et notre compréhension, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus intense dans l'invisible que dans 1 plus 1 égale 2, quoi. L'invisible, pour toi, c'est quoi? L'état vibratoire, l'énergie qui se dégage de la personne, des éléments autour? C'est ça. C'est tout est vibration, en fait. Tout est vibration et tout est énergie. Ouais. Et tout est en mouvement. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'on s'efforce à vouloir trop disséquer les choses, on n'est plus dans une approche holistique, globale des choses, on est dans une approche analytique des choses, ouais. Et on fige les choses dans le temps. Sauf que tout le reste bouge autour. Ouais. Et donc ça marche plus. Ça veut dire pour toi, en fait, chaque jour est complètement différent et tu t'adaptes tous les jours à la vibration qui t'entoure. Ouais. Constamment. Ouais. En fait, tu es complètement différent au jour le jour et la question qui es-tu n'existe pas réellement. Parce que tu peux être aujourd'hui une personne, à 14h t'es quelqu'un, et à 18h t'es complètement une autre personne parce que par exemple t'es parti en montagne, c'est ça. Et t'as vécu des choses qui ont changé à l'intérieur de toi-même, et à 18h t'es encore une autre personne. Tu évolues au quotidien par rapport au mouvement de l'extérieur. En fait, le qui es-tu aujourd'hui, il a pas beaucoup de sens. Voilà. Pendant longtemps, j'y ai cru aussi à ça, mais chemin faisant, je me suis rendu compte que je me fourvoyais. C'est qui veux-tu devenir qui peut avoir du sens. Parce qu'en fait, j'ai pensé aussi pendant longtemps qu'il fallait être dans l'instant présent. Et aujourd'hui, j'y crois de moins en moins. Pourquoi ? Parce que, ça y est, on a un retard déjà sur le présent. On est déjà dans le futur. Par rapport même à notre discussion qu'on a là. Est en train de dire. Ouais. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'orienter notre futur. Les possibles qui s'offrent à nous dans notre futur, on les oriente par notre présent. Je comprends. Donc, pour moi, on est déjà dans le futur. Alors, pourquoi on parle beaucoup d'être en conscience et d'être dans l'instant présent, à ton avis, aujourd'hui ? Parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, ça résonne à l'intérieur de moi, et on parle beaucoup de pleine conscience, d'être présent aujourd'hui, et moi j'ai appris ça, à être conscient de ma respiration, donc ça m'a amené d'autres facettes, d'autres portes, d'ouverture de portes, et ça m'a beaucoup aidé en fait à écouter l'autre, à être présent, et ainsi de suite. Mais ça résonne ce que tu dis,
Parce que là, maintenant, je suis présent, mais tu as tout à fait raison, je suis en train de déjà créer un futur. Et ça va me trotter, ça. Merci. En fait, parce qu'on le fait tous inconsciemment, et c'est que quand on discute, oui, on est pleinement à l'écoute de l'autre. Là, c'est le cas. Ouais. C'est cette vibration qui émane de notre échange. Ouais. Et de nos échanges, parce que même la personne qui est à la caméra, Ouais. elle est en Elle est harmonie là. avec ce qui se passe là. Et elle est sur l'état vibratoire qui nous permet de communiquer dans l'invisible. Et pour autant, quand tu m'écoutes, tu es déjà en train de te projeter vers là, ça sera quoi ma prochaine question, ou comment je vais le relancer, ou comment je voudrais qu'il m'explique ce qu'il est en train de me dire, parce que finalement, bah, soit ça va dans mon sens, soit à l'inverse, c'est antinomique. Exactement. Et j'aimerais... Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'on se ment, en fait. C'est très subtil. Voilà, à se dire que le présent nous appartient, et le passé, c'est fini, et le futur, c'est demain. En fait, si j'arrive à vraiment, pas analyser, mais en fait, le présent, il est juste, on va dire, une fraction de seconde. Vraiment, là, parce qu'on s'écoute, on est en connexion, on est en communion, on arrive à être là. Mais déjà, on est déjà parti, quasiment, Écoute, sur le futur. Tu vois, pour essayer de me faire comprendre sur le truc, là, je vais essayer de comparer le présent à l'émotion de surprise. Ouais. La surprise, c'est la seule émotion que t'as pas besoin de chasser. Elle va se faire chasser par une autre émotion. Ouais. T'es surpris, donc soit t'es super joyeux après, soit t'es super en colère, soit t'es super frustré, soit t'es super triste, soit t'es super si ça. Et elle reste pas longtemps. Elle reste pas longtemps. Ouais. Ben, le présent c'est pareil, il reste pas longtemps. Ouais. Ça y est, le présent d'il y a une seconde, il est plus présent. Donc c'est bien sur le futur qu'on a une action. Par contre, je vais rebondir sur les émotions. Tu as des émotions de tristesse, des émotions de peur qui peuvent rester beaucoup plus longtemps que les émotions qu'on peut avoir de joie oui. Ou de surprise, comme tu dis. La seule qui est très éphémère, c'est la surprise. Les autres, on ne sait pas combien de temps elles vont durer. Alors, en fonction de nos parcours, la joie, on va dire qu'elle a souvent une durée qui est plus courte que la tristesse. Moi, je revois des moments de tristesse qui me sont... que j'ai vécu. Elles ont duré des heures, quoi. Ouais. Des heures, voire des jours. Et des émotions de joie qui sont restées beaucoup moins longtemps. Ouais. Et c'est quand même assez perturbant, assez déstabilisant. Le temps de chaque émotion est pas forcément définissable, parce qu'il est propre à chacun. Après, sans doute qu'il y a peut-être des études, j'ai pas de chiffres à te donner, que sur des durées moyennes d'états de joie, par exemple, et d'états de tristesse, tu vois. Et sans doute, je partage un peu ton point de vue sur ce que j'ai l'impression d'observer chez les gens. Moi, je sais pas ça, j'ai l'impression que ça me fait un peu moins ça. J'ai pas, tu vois, du simple au double où l'émotion de tristesse, elle reste beaucoup plus longtemps que l'émotion de joie. Mais ce qui est sûr, c'est que pour en revenir à nos moutons et à notre discussion de départ, c'est cette notion de surprise. Celle-là, pour tout le monde, c'est hyper éphémère, c'est hyper court. Tu restes pas surpris pendant 107 ans. Non, t'es surpris, c'est sur l'instant, et puis ça y est, les 2 secondes d'après, bah, c'est soit t'as peur, soit t'es content. Ouais. Par exemple, tu vois, je vais être un peu binaire dans mon truc, mais... Complètement. Ça résonne complètement. Et là, je reviens encore sur l'aspect du présent et du futur. Ça résonne vraiment et ça me met en questionnement. Et t'as vraiment raison, en fait. Ça vient popper, ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de moi qui est très très subtil sur le moment de présence et le moment d'être déjà ailleurs, au moment où t'as déjà pris conscience que t'es dans le présent. Ok. Merci en tout cas pour ça. Ça vous dit, on va se mettre au chaud, non?